Ces derniers temps, les candidatures pleuvent déjà. Nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale, mais quand même, on commence à avoir une idée de qui veut briguer la tête de la République démocratique du Congo, être le citoyen numéro 1. Je suis avec Lénoir Efika Timothée. Il est analyste socio-politico-religieux et avec lui, nous allons décortiquer l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous retrouver ou d'être avec nous, Lénoir Efika Timothée. Merci beaucoup, madame. Je suis très ravi pour l'invitation. Comme vous venez de le dire, nous allons décortiquer l'information. Donc, je suis entièrement à votre disposition. Merci. J'attaque déjà. Candidat président de la République. Pourquoi vous visez si vous être président de la République? Qu'est-ce que vous voulez changer? Parce que les internautes déjà m'ont dit de vous poser une multitude de questions, mais c'est vraiment pas ça. Mais j'aimerais quand même aussi répondre à mes followers. Pourquoi choisir ce poste de président de la République? Pourquoi pas? Je crois que, à ce que je sache, la porte est grandement ouverte à tout le monde. La Constitution donne le droit à tout le monde. À ce que je sache, j'ai rempli les critères, plus de 30 ans. Et je sais que la plupart des personnes vont me poser la question par rapport aux 100 000 $ au besoin. Évidemment, oui, d'ailleurs, on se pose la question qui est derrière Lénoir Efika ou Lénoir Efika pose cette candidature, comme aujourd'hui on le dit déjà, sous d'autres plumes, des candidatures chantage pour essayer de soutirer quelques sous, permettez l'expression, à d'autres candidats aussi. Pas du tout, madame, je pense pas, parce qu'en fait, j'ai une vision. Je sais ce que je vais. Je sais pourquoi je me suis lancé, devant cette aventure, une très très belle aventure au sens propre. Et je suis politique. Je pense que quand on est politique, il y a un terme qu'on appelle les canaux. Un bon politicien doit avoir des canaux, ça veut dire des contacts. Il y a des contacts, nous échangeons. Vous avez un grand carnet d'adresses? Oui, en termes de carnet d'adresses, de ce côté-là, pour ne pas parler comme des chrétiens, je suis comblé. Je suis comblé, ça veut dire, je donne l'impression de ne rien représenter, de venir faire du chantage, soit disant, entre guillemets, soutirer de l'argent à ceux qui nous prétendons en ont les moyens. Ben écoutez, madame, j'avais l'opportunité, aujourd'hui, ça fait pratiquement un trimestre, depuis que je me suis prononcé. Donc, étant politique, j'ai un bureau derrière moi. Et il s'est fait que si réellement j'avais l'ambition de soutirer quelque chose, j'ai un bureau, même au niveau de la diaspora, j'ai des contacts très fiables. Je pouvais chercher, entre parenthèses, les supposés qui ont des moyens. Mais j'ai préféré rester jusque-là, oui. Je préférais rester candidat indépendant. Je sais pourquoi. Et je suis en train de voir, je suis en train de réfléchir avec mon bureau, évidemment avec mes parrains. Et si c'est fait que je dois me rallier à quelqu'un, pourquoi pas? Mais pour l'instant, je suis stable en tant que candidat président. Un internaute m'a dit de poser cette question directe. Vous le savez, la RDC, c'est un peu les mines, c'est un peu les minerais. On parle un peu de la volatilité de nos minerais. Alors, il veut savoir un tout petit peu, en quelques poussières de secondes, quelle est votre vision par rapport à la traçabilité des minerais congolais? Parce que c'est ça, en fait, la richesse de la RDC. Si on nous combat aujourd'hui, c'est à cause des mines aussi, en grande partie. Non, pas nécessairement si on nous combat, c'est à cause des mines. Si on nous combat quelque part, c'est parce qu'il y a un laisser-aller de notre côté, il y a un désordre bien organisé. Nous sommes en famille. Si ceux qui sont supposés être nos parents ne savent pas sécuriser la parcelle, ne savent pas sécuriser la maison, écoutez madame, tout le monde va entrer. Et en termes des minéraux, en fait, les grandes questions qui ont trait aux minéraux, je me dis, c'est par rapport aux questions qui ont trait à la sécurité. Ce sont des matières qui se traitent pas très souvent devant la télé, c'est très sensible, mais du moins, étant politique, j'ai une vision par rapport à nos minéraux qui, vous n'avez pas tort, qui nous crée beaucoup trop de problèmes avec nos voisins, mais il y a toujours possibilité. Vous savez, l'abondance ne nuit pas, l'abondance ne fait du mal à personne. Pourquoi pas au besoin? Aujourd'hui, on a l'impression que notre abondance, le trop-plein de minerais congolais nous cause beaucoup de problèmes. Si, ça nous cause beaucoup de problèmes. Parce que nous ne gérons pas bien, en fait. Voilà. Il y a un problème de gestion. Comment dire, tout le monde a des bons discours, tout le monde a des belles paroles, mais une fois qu'on a l'impérium, c'est la belle vie à la Dream Team, c'est vraiment les rêves américains, quoi. Donc, ce qui fait que même le souverain primaire, parce qu'en fait, il faut rappeler une chose, madame, je suis ni de l'opposition, je suis ni de la majorité. Moi, je suis de la République. Est-ce que vous avez des chances comme ça en étant indépendant? Si, moi je suis de la République. Ici, quand je parle de la République, c'est pas dans les termes républicains. Moi, je parle de la République au nom du souverain primaire. Parce que je me dis que le souverain primaire que vous connaissez, qui est la population congolaise, abandonnée, oubliée totalement, alors il faut qu'il y ait quelqu'un
avec tous les risques possibles, qui peut avoir cette lourde charge de défendre cette cause, le bien-être des souverains primaires. Donc, nous avons un sérieux problème avec la gestion du pays et je suis radical de ces côtés-là. D'entrée de jeu, qu'il me soit permis de vous dire clairement, madame, nous avons un gouvernement qui est irresponsable. Je me dis, pourquoi? Parce qu'un petit pays comme le Rwanda bénéficie aux besoins s'il y a des appuis au niveau de la communauté internationale. Nous qui, entre parenthèses, avons tout en termes de minéraux, mais nous sommes aussi les pays pratiquement les plus pauvres sur Terre et nous ne voulons pas bénéficier de tout ça. Vous voyez qu'il y a, qu'est-ce qu'on appelle en français, il y a un manque de bonne volonté. Mon gouvernement n'est pas conséquent et nous allons terminer. C'est vrai que je vais un peu paraphraser en lingala. Balobi batu babomi mboka bato bazana ba diplôme belé. Alors c'est vrai que les gens veulent aussi savoir un tout petit peu votre cursus. Qu'est-ce que vous avez fait comme études, Timothée Lenoir, quand même, hein, même si les études, on s'en fout un peu, permettez l'expression, dans notre pays, ça n'a pas une très grande valeur pour être président de la République, mais les gens aimeraient quand même savoir qu'est-ce que vous avez fait comme études, un tout petit peu. Je suis diplômé en latin philo, je suis licencié en droit privé judiciaire, j'ai une formation... De quelle université, si ce n'est pas indiscret? De Kinshasa? L'une des universités. Je préfère... rester encore, comment dire... garder les suspens jusqu'à la fin. Voilà. Donc, j'ai un parcours. Je suis, comment dire, ancien secrétaire du fait Daniel Botetti. Paix à son âme. Le 6 juillet, il va totaliser 10 ans, jour pour jour. Déjà, le temps passe. Oui, déjà, il a été assassiné en plein exercice de ses fonctions. Et après ça, j'ai été l'assistant du rapporteur de la ville de Kinshasa. Donc, toutes les grandes questions qui entraient dans dans la ville-province de Kinshasa, j'ai vraiment 90% de la maîtrise de toutes ces matières et j'ai été le parsec du président de l'EPOFI, de l'Assemblée provinciale. Je suis allé comme conseiller politique d'un député national. Je suis allé comme, comment on appelle, collaborateur proche du Premier ministre honoraire Sami Badibanga. C'est vrai, peut-être pour certains, ça ne va rien représenter, mais du moins, madame, j'ai une histoire, j'ai un parcours et je mérite quand même une certaine attention. Voilà. Merci. Nous prenons donc le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons aller vers le comité laïque de coordination. Le comité laïque de coordination a tranché. Il a donné un ultimatum, vous l'avez lu, hein, ce communiqué. Nous allons avoir un peu plus de détails maintenant. Et nous allons aller aussi à l'Assemblée nationale. Clôture donc de cette session. Plus de détails, s'il vous plaît. Est-ce que vous partagez les appréhensions de coordination? Ils ont donné plusieurs appréhensions. Rien ne rassure que les élections se tiendront réellement le 23 décembre. Il n'y a pas de preuve réelle de la non-représentation du président Kabila pour un troisième mandat. Et tout ça pour vous, par rapport à vos machines à voter, vous partagez toutes ces appréhensions du comité laïque de coordination? Ou ce comité en fait un peu trop aussi? Non, madame, je pense que les comités laïcs, ils sont dans les bons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les souverains primaires, la population a besoin d'un porte-parole. Il faut vraiment qu'on se le dise. Ça n'a rien à voir parce que je suis chrétien catholique. Parce que moi, je suis chrétien catholique. Et je suis vraiment dans la grande marmite de l'église catholique. Ce qui veut dire, ce n'est que normal, j'appuie la démarche du comité laïque, mais à ce que je sache, madame, les comités laïcs sont dans les bons. Ça veut dire qu'au niveau de la majorité présidentielle, rien ne nous rassure. Au moins, ce qui est sûr, nous pensons que la communauté internationale, qui ne cesse pas de jeter un œil sur la situation de la RDC, va chercher dans la mesure du possible afin qu'il y ait des élections. Et quant à la machine à voter, la machine à voter, réellement, madame, oui, ça pose problème. Mais ce qui est compliqué... Malgré toutes les garanties que vous accorde Nanga, malgré toutes les démonstrations, ce n'est qu'une imprimante et que vous avez toutes les démonstrations possibles. Pourquoi vous n'y croyez pas? Non, je ne peux jamais croire à M. Nanga. Je reste comme ça, radical par rapport à conviction. Pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer que M. Nanga, il est de la famille politique de la majorité présidentielle. M. Nanga ne peut que travailler, ne peut que tailler les choses sur mesure par rapport aux intérêts de la majorité présidentielle. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez quand même n'est pas de la majorité présidentielle? Vous et moi, madame, nous sommes fidèles permanents au sein des réseaux sociaux. On a vu qu'il y a eu des grandes réunions au niveau de la majorité présidentielle et nous avons vu la présence de M. Nanga. Mais soit. Il y va aussi quand il s'agit des réunions de l'opposition, tout de même. M. Nanga ne rassure rien, madame.
quant à la position ou au positionnement des missionnaires, il ne peut que faire du bien, il ne peut que chercher à faire le bonheur, comment dire, de la majorité présidentielle. Mais moi, étant politique, ce qui me rassure, c'est quoi? Ça veut dire que machine à voter ou pas, que vous le voulez ou pas, ça veut dire qu'il y aura des élections. Et la chance, c'est que Timothée Lenoir qui vous parle n'est pas national. Moi, je suis international, madame. Et au niveau de la communauté internationale, la question sur la machine à voter ne pose plus de problème. Vous savez pourquoi? Parce que nous allons bénéficier, vraiment que vous le voulez ou pas, nous allons bénéficier des observateurs internationaux qui ne connaissent ni Timothée Lenoir, ni X, ni Y, ni Z. Alors, dans chaque bureau, il y aura au moins 15 à 20 personnes. Donc, allez-y comprendre, machine à voter ou pas machine à voter, au moins Dieu a écouté et a attendu nos prières. Ça veut dire qu'il y aurait une forte représentativité qui nous mettrait, nous, les souverains primaires, à l'aise. Reprise des manifestations, encore, si on ne les entend pas, si l'ultimatum n'est pas respecté d'ici le 30 juin, ils ont dit il faut que le président Kabila dise réellement s'il va, oui ou non, se représenter pour les élections présidentielles de 2018. Reprise des manifestations, donc encore des stress, encore des morts, encore du sang qui va couler. Timothée Lenoir, on ne peut pas faire autrement? Je pense pas, madame. Je pense pas, madame, qu'on peut faire autrement parce qu'en fait, je n'aime pas trop parler de la personne du chef de l'État. Et ça passe toujours très mal les messages, je préfère pas. Mais je pense que la démarche du comité laïque est une démarche très responsable. Il est du devoir du chef de l'État qui est le père de la nation de se prononcer, madame. C'est la moindre des choses. Il n'est pas obligé, la Constitution est claire. Pourquoi il doit le dire? Non, ici, ce n'est pas question de Constitution. La Constitution est claire. 2 mandats, point bas. Pourquoi il doit le dire? Si on doit faire recours réellement à la Constitution, j'ai ma vieille Constitution que partout où je vais, je suis toujours accompagné de ça. Si réellement la République ou encore les autorités doivent réellement respecter la Constitution, ça veut dire que tout le monde est hors jeu. On ne peut même pas parler du chef de l'État, on ne peut même pas parler du Parlement, on ne peut même pas parler de l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales si vous voulez, moins encore les Sénats. Donc aujourd'hui, moi je pense que politiquement, on ne sait plus parler du droit au besoin, on ne sait plus parler de la Constitution. La démarche du comité laïque, c'est une démarche républicaine. Dans le sens où, qu'est-ce qui se passe? Et qu'au niveau du père de la nation, il laisse toujours son souverain primaire dans les points d'interrogation. Ça dérange et ça fait mal. Alors il a fallu qu'il y ait quelqu'un intervenir, prendre les devants. Donc, pour vous, le président de la République doit le dire clairement, avec des mots simples, je ne me représenterai pas pour un 3e mandat. Pour vous, s'il va se représenter, s'il ne va pas se représenter, moi, ça ne me fait pas peur. Mais vous êtes candidat président de la République, comment vous n'avez pas peur d'un futur ou d'un probable challenger? Madame, je connais ma force. Je ne sais pas si je dois me faire accompagner des chars de combat pour que vous compreniez que réellement je suis politique et que j'ai réellement une base derrière moi. Ça ne s'écrit pas, ça ne se lit pas. Au moment opportun, nous tous et nous vivrons ça sur terrain. Moi, personnellement, étant politique, le chef de l'État actuel, qu'il soit candidat ou pas, moi ça ne me dérange en rien. Parce que je sais, madame, qu'il me soit permis, seuls les souverains primaires vont se choisir ses dirigeants. Et nous sommes en train de passer un moment purement spirituel, un moment purement compliqué et tout le monde sera surpris. Vous vous êtes présenté comme analyste socio-politico-religieux. Est-ce que la religion joue un rôle particulier en République? Parce que déjà, on sait sous d'autres cieux, sous les pays démocratiques, il y a séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir, comment je peux dire, étatique, quelque chose comme ça. Pour vous, la religion, comme par rapport au comité laïque de coordination, est-ce que la religion doit avoir son œil dans la politique active? Je pense oui, madame. Parce que si la religion ne devait pas poser son œil par rapport à la situation qui traverse la République démocratique du Congo, les pères de la nation ne pouvaient pas faire recours à la Synco. Quand on parle de la Synco, on parle de l'Église catholique. Aujourd'hui, je suis dans la joie pour vous dire qu'il n'y a pas que l'Église catholique. Il y a quelques églises de réveil, pourquoi pas surtout nos frères et sœurs musulmans qui ont compris que non, il s'agit de l'intérêt général. Quand on parle de l'intérêt général, on voit la manière dont les souverains primaires, vivent. Et il s'est fait qu'il n'y a rien ne marche. Et au besoin, l'Église doit s'impliquer. Parce que si l'Église ne devait pas s'impliquer, les dirigeants ou encore la majorité, madame, ne pouvaient jamais faire recours à la Synco qui d'office est le reflet de l'Église. La plus grande nouvelle venant de l'Assemblée nationale, c'est
le fait que les Congolais de l'étranger ne vont pas voter, on a postposé, vous avez suivi Aubin Minakou. Pour vous, est-ce que c'est un coup fatal aussi au processus démocratique ou c'est un coup fatal pour ces Congolais qui donnent aussi de l'heure pour sortir ce pays de là où il se trouve, hein. Ces Congolais contribuent, comme ils le disent, économiquement pour la survie de leur famille et même pour aider aussi certains compatriotes. Pour vous, c'est le non-respect de leurs droits où on a violé la Constitution, la loi électorale par rapport à la non... Je pense que c'est le non-respect de leurs droits. participation aux élections. C'est le non-respect de leurs droits. Je pense qu'il y a eu violation. Ça, c'est vrai. Écoutez, madame, à moins que je sois mal informé, mais je sais que les Congolais de l'étranger aujourd'hui représentent 18% des électeurs. C'est beaucoup, madame. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Parlement? Qu'est-ce qui se passe au niveau techniquement, vous avez suivi quand même leur observation. Techniquement, ils étaient dans l'incapacité de connaître le nombre des Congolais qui vivent à l'étranger. Et surtout ceux qui ont gardé la nationalité congolaise, parce qu'on le sait, beaucoup de compatriotes ont une autre nationalité et ils les cachent sous le manteau, hein. Alors c'est très difficile techniquement, comme l'a dit le vice-ministre qui est en charge ces Congolais, nos compatriotes de l'étranger, ces Congolais de l'étranger, de faire très bien son travail cette fois-ci. Madame, excusez-moi, je vais être direct. J'ai beaucoup de respect pour nos frères et sœurs de la diaspora, si vous voulez, Congolais de l'étranger. Si aujourd'hui ils sont oubliés, je pense que c'est un coup monté de la majorité présidentielle. Et je suis vraiment en regret de constater que la majorité présidentielle, nos dirigeants, pour ne pas dire soi-disant dirigeants, comment ils peuvent oublier nos frères et sœurs congolais qui contribuent beaucoup par rapport aux survies, par rapport au bien-être, par rapport à l'avancée de notre nation. Il faut vraiment qu'on se le dise. Qu'est-ce qui justifie, M. Nanga avait vraiment l'opportunité devant lui, il était devant tous les moyens possibles. Qu'est-ce qui justifie, c'est, comment on dit, moi je considère ça comme un ras-le-bol. Ça veut dire qu'il n'y a rien à foutre avec les Congolais de l'étranger, parce qu'ils savent que les Congolais de l'étranger ne supportent pas cette méthodologie de fonctionnement du pouvoir en place. Ça dérange. Et ça, ce n'est plus la démocratie. Vous, ils ont cassé la diaspora politiquement, simplement pour... Politiquement, oui. Parce qu'ils savent que les 18 ou plus des 20%... La diaspora est acquise à l'opposition, selon vous, c'est ça? Non, non. Il ne faut pas dire que la diaspora est acquise à l'opposition. Non, non, non. La diaspora est acquise au bien-être des souverains primaires. Parce qu'il faut vraiment qu'on se le dise, madame. Je ne vois pas d'opposants aujourd'hui. Je ne vois pas. Ceux-là qu'on a connus, qui ont chanté, qui ont raconté leur vie qu'ils étaient des opposants, aujourd'hui, ils sont là en train de faire des courbettes sous l'impulsion. Sous l'impulsion, ça veut dire que parlons peu, mais parlons bien. Politiquement, il n'y a pas d'opposants. Mais, du moins, on devait vraiment mettre à l'aise nos compatriotes des Congolais de l'étranger qui devaient normalement d'office voter. Ça allait vraiment équilibrer les choses. Et moi, étant politique, et il y a une forte base. Moi, je suis ni de l'opposition ni de la majorité, indépendant, mais j'ai une base au niveau de la diaspora. Et je ne peux que défendre leur cause. Et aujourd'hui, madame... Mais c'est déjà tombé, hein, donc dommage, la loi électorale a déjà été modifiée. Mais M. Nanga va assumer, madame. Les conséquences, c'est ça. Il va assumer, on fait la politique. Il faut voir aussi le contexte spirituel, madame. Il va assumer. Quand on invoque la pluie, il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à la boue, non? Voilà. Il parle un peu comme Jésus en parabole, comprenne qui pourra. Nous prenons donc le deuxième point, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. C'était tombé comme un coup de tonnerre cette semaine. On s'y attendait vraiment... Vraiment pas du tout, mais il y avait déjà quelques indices, hein, on le sait déjà, mais en tout cas c'était comme un rêve pour beaucoup, un rêve qui s'est réalisé 10 ans après. Jean-Pierre Bemba est libre, d'ailleurs il se trouve actuellement à Bruxelles, en Belgique, auprès de sa famille, bien que plusieurs conditions lui ont été ordonnées, hein. Il ne peut pas parler de ce procès, il ne peut pas bouger, il y a encore d'autres restrictions par rapport à un énième procès qui arrivera, qui peut-être l'acquittera définitivement, et un avocat a aussi parlé par rapport à ça, puisque plusieurs questions se posent déjà. Est-ce que Jean-Pierre Bemba retournera-t-il en homme libre en République démocratique du Congo? Parce que déjà certains ténors des partis politiques ici en République du Congo disent qu'il y a déjà une épée de Damoclès sur la tête de Jean-Pierre Bemba. Vu ce qui s'est passé en 2006, il y aurait eu un mandat d'arrêt contre Jean-Pierre Bemba, mais Cheo Kitundu, le ministre congolais des Affaires étrangères, a nuancé, il a dit qu'il n'est pas encore au courant d'un mandat d'arrêt par rapport à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba reviendra-t-il en homme libre en République démocratique du Congo? Nous demanderons à Timothée Lenoir. Détail, s'il vous plaît. Timothée Lenoir, où étiez-vous lorsque la sentence est tombée, le verdict est tombé ce jour-là? J'étais avec des amis en train de réfléchir sur la République.
Parce que comme vous le savez, je n'ai pas un parti politique, je ne suis pas dans la vision de créer un parti politique. Aujourd'hui, on a plus de 600 partis politiques, au moins plus de 400 qui n'ont pas de bureau. Donc j'étais avec des amis que je peux dire mon bureau, on était en train de parler de tout et de rien. Heureusement pour moi, je le savais. Comment vous avez des indices aussi pour, par rapport à ce verdict de oui, moi je le savais. Je le savais d'ailleurs une semaine avant. C'est compliqué. Raison pour laquelle vous voyez, quand vous m'avez présenté, vous avez dit que c'est que je suis réellement analyste socio-politico-religieux. Parce qu'en fait, le problème de Bemba avait des volets. Il y avait un problème purement spirituel. Lui-même, il le sait. Et il sait comment il a harmonisé avec son créateur. Je ferme la parenthèse. Et de deux, il y avait un problème purement politique. Nous savons que nous avons, la RDC a signé plusieurs statuts, Charte des Nations Unies, ces pays, malgré que malheureusement, un digne fils du pays qui s'est laissé malmener et le gouvernement n'a pas intervenu. Mais bref, une semaine avant, je le savais, j'ai même fait une émission dans des réseaux sociaux pour l'encourager, pour lui dire que sois fort, dans quelques jours tu vas être dehors. Il y a des gens qui ont suivi, qui ont appelé de partout, ils se sont posés des questions. En fait, madame, quand on fait la politique, on n'a pas besoin de beaux costards, on n'a pas besoin d'avoir une grande foule derrière vous, on a plus besoin d'avoir des vrais contacts. Un homme politique, c'est des canaux, c'est des contacts. J'ai eu 2-3 personnes avec qui on a échangé au niveau de mes contacts diplomatiques qui m'ont rassuré. Qui sera libre. Qui sera libre dans les jours à venir. J'ai fait mon émission jeudi. Et quel était votre sentiment alors, officiellement, quand le verdict est tombé? J'ouvre la parenthèse, c'est mon neveu, je ferme la parenthèse. J'étais dans la joie, c'est normal parce que je me suis dit que c'était un procès injuste. C'est vrai, Jean-Pierre Bemba n'est pas parfait. C'est vrai que Jean-Pierre Bemba n'est pas Dieu le Père. Mais je pense que Jean-Pierre Bemba non plus n'est pas Judas qui a vendu le Christ. Il méritait quand même une certaine attention. Mais vous avez quand même suivi aussi la contre-réaction des Centrafricains, l'avocat des victimes qui s'est dit indigné par rapport à ce verdict. Et il y a eu des morts, il y a eu des femmes violées, il y a eu des pillages en République centrafricaine et ils se disent floués par la CPI. Est-ce que pour vous aussi, la CPI a encore sa raison d'être? Parce que beaucoup d'Africains se posent la question, enfermer quelqu'un pendant 10 ans, 10 ans de sa vie, pour dire en fait que non, on a commis des erreurs et tout ça. Comment Jean-Pierre Bemba peut-il récupérer 10 années de sa vie? On se demande la question par l'indemnisation, on se pose la question déjà. Son avocat, je l'ai suivi sur BBC Afrique, qui a dit au moins, plus ou moins 10 à, si je ne me trompe pas, 10 millions de dollars, quelque chose comme 100 millions de dollars. Je crois que je dois encore vérifier les chiffres, mais il faut que la CPI l'indemnise. Pour vous, cette CPI, cette cour-là, a encore droit d'exister, et que pensez-vous de la réaction des Centrafricains? Non, c'est une cour qui n'est pas parfaite. Une œuvre faite par les hommes, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des dérapages, il y a toujours des fissures, madame, ça c'est naturel, le monde a été créé comme ça, mais je pense que cette cour a vraiment la raison d'être, parce que particulièrement au Congo, il y a aussi des dossiers très sensibles et très compliqués, et nous... Il y a certaines personnes qui doivent remplacer Jean-Pierre Bemba, selon vous? Oui, volontiers, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ici, il y a un problème qui se passe au pays. C'est la raison du plus fort. La raison, si vous voulez, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et la CPI est là pour ordonner tout ça. Et quant à la position de nos frères et sœurs centrafricains, ils n'ont pas à se plaindre auprès de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a fait une preuve d'homme. C'était pas facile. Parce que pour votre information, Jean-Pierre Bemba savait qu'il sera arrêté. Moi, personnellement, étant politique, j'ai aimé son attitude. Il a affronté ça. C'est ça être un homme. Et en soi, c'est être un homme d'État. Savoir affronter les choses comme ça. C'était pas facile pour son parti, pour les amis, pour la famille. Aujourd'hui, celui qui est au-dessus de toutes choses, l'Éternel, l'a justifié, l'a lavé de tout. Je crois que si nos frères et sœurs au conditionnel centrafricains pensent qu'ils doivent se plaindre, bon, ils connaissent l'adresse, ils n'ont qu'à aller à la haie, il y a un secrétariat, il y a un bureau courrier, ils peuvent déposer l'air déshydratat, donc ça passe. Jean-Pierre Bemba pourra-t-il revenir en homme libre en République démocratique du Congo, puisque déjà des voix s'élèvent pour dire que non, il y a encore quelques dossiers qui l'attendent aussi en République démocratique du Congo. Il risque encore d'être arrêté dès qu'il foulera le sol congolais. Est-ce vrai? Je vous parle comme étant politique. Jean-Pierre Bemba reviendra en République démocratique du Congo. N'oubliez pas qu'il a son immunité de sénateur. Et à ce que je sache, si réellement la République démocratique du Congo avait des problèmes avec Jean-Pierre Bemba, ou au besoin s'il y avait des dossiers qui avaient flagrance, mais pendant que Jean-Pierre était à la CPI, c'était le moment opportun
enfin que tout le monde les sache ou faire partie des courriers, parce qu'en fait le bureau de la CPI est ouvert à tout le monde, hein, quel que soit l'essence du courrier. Ça veut dire que Jean-Pierre Bemba reviendra. Je suis venu assurer les gens étant politique. Jean-Pierre Bemba, pour revenir, je ne pense pas qu'il a besoin de l'état d'esprit des X, Y, Z. Pour vous dire que je suis indépendant, au centre, pas les centres du centrisme, parce qu'au fait, le centrisme en Afrique, ça n'existe pas. Quand vous voyez quelqu'un être centriste, certainement il a faim, il est affamé, il veut faire les comebacks, ça se comprend. Donc, ça veut dire que Bemba reviendra, je vous rassure, il sera là. Il y a son siège qui est vide au bureau du Sénat. Et il doit occuper sa place. Candidat président de la République aussi, il peut le faire. C'est possible. Je sais que Bemba sera candidat président au besoin. Et s'il y aura 2-3 problèmes, 2-3 points qui poseront problème, connaissant sa flexibilité, parce qu'en fait, les Bemba d'aujourd'hui, c'est pas les Bemba. C'est la question d'ailleurs que j'aimerais vous poser, puisqu'on a dit que ce n'est plus le même Jean-Pierre Bemba, il n'a plus le même flegme, la même force, la même vitalité, même côté finance, ce n'est plus le même Jean-Pierre Bemba. Il n'a pas de milice d'ailleurs lui aujourd'hui, tout a été démantelé, il n'y a plus personne, en fait, ce n'est plus le Jean-Pierre Bemba d'il y a 10 ans. Alors on se pose la question, aura-t-il les mêmes chances, parce qu'il a été quand même en 2006, si je ne me trompe pas, le principal rival de Joseph Kabila. Aura-t-il les mêmes chances aujourd'hui par rapport au prochain candidat de la majorité présidentielle? Tout à fait, madame. Malheureusement, pour moi, je ne suis pas du MLC, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Pierre Bemba, mais étant politique, je vous dis que Jean-Pierre Bemba a tous les moyens possibles. Il faut vraiment vous méfier de tout ce que les gens ont l'habitude de balancer dans les réseaux sociaux jour et nuit. Jean-Pierre Bemba, autrement dit Charman, il a tous les moyens. C'est le seul unique héritier de la dynastie Bemba. Et aujourd'hui, la famille Bemba, c'est une famille qu'il faut respecter. Malgré les propos de son frère Jean-Jacques Bemba qui a dit que non... non, ça c'est en interne. Les problèmes familiaux, on va régler ça en interne. Jean-Jacques, Jean-Pierre, Caroline, Françoise, ils sont un. Tous ils sont des Bemba, ils ont le sang de Papa Jeannot, mais politiquement, il a toujours sa vitalité. En fait, je m'aurais donné un adage. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, c'est comme j'ai l'habitude de dire, si vous voyez un enfant d'un singe, laisser les étapes des arbres, descendre dans la jungle, il ne peut descendre que s'il a les feux verts de sa maman. C'est comme on dit à Lingala, ce que mon moi n'enquête ma kitty n'enquête. C'est que maman n'a pas payé. Il faut faire très attention avec Jean-Pierre Bemba. Parce que connaissant la donne, connaissant la manière dont les choses, il va surprendre. Est-il le Mandela congolais? Parce qu'aujourd'hui, on fait le parallélisme. Mandela a fait quand même 27 ans en prison, bien sûr, mais dès qu'il est sorti, il a été le prochain, il a été le chef d'État de la République sud-africaine. Jean-Pierre Bemba, le prochain président de la République démocratique du Congo? C'est possible, nous sommes en politique, hein, tout comme les prochains, si c'est pas trop demandé, ça peut être moi aussi, je suis candidat président, madame. Donc, vous comprenez, il est politique. Cette semaine, il a passé en famille. Déjà, à partir de la semaine prochaine, il est, comment dire, au besoin, il sera en mouvement, pour votre information. Donc, en fait, il y a des gens qui analysent les choses qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai aimé l'approche du vice-premier ministre Cheo Kitundu, parce qu'en fait, c'est la bouche autorisée diplomatiquement de la RDC. Comment dire, sur le plan international. Sur le plan international. Monsieur Cheo Kitundu, je le connais, c'est un homme qui pèse ses propos. S'il doit se permettre de dire que non, monsieur Jean-Pierre Bemba, à ce que lui sache, il n'a pas de problème avec la justice congolaise, allez-y comprendre, ça veut dire que Bemba réellement n'a pas de problème. Alors, ceux-là qui ont fui Jean-Pierre Bemba, ceux-là qui ont été des traîtres, aujourd'hui ils sont à la majorité. En fait, quand on est traître, on reste traître, c'est dans les sangs. Hein. Les problèmes des sangs, même en termes de délivrance et spirituellement, madame, ça pose problème. Donc, bref, Jean-Pierre Bemba reviendra en forme et en force. Toutes les bonnes choses pour les amis du MLC, et voilà. Mais la surprise arrive. Nous prenons autre chose, l'arrivée de Félix Tshisekedi en République sud-africaine. Peut-être aussi Timothée Lenoir fera sa ronde aussi, comme il a son carnet d'adresse à l'extérieur. Fachi est arrivé en République sud-africaine, nous avons vu les images, comment elle a été accueillie. Et nous allons aussi parler de la société civile de la République démocratique du Congo qui a tenu son point de presse. Timothée Lenoir, vous avez vu, Félix Tshisekedi est en train de sillonner le monde pour parler de la République démocratique du Congo, mais les mauvaises langues disent et lui reprochent d'aller chercher son impérium à l'extérieur et que, voilà, ils sont sous la botte des impérialistes, c'est toujours comme ça, les gens de l'opposition toujours en dehors du pays pour chercher le pouvoir. Pour vous, vous comprenez un peu cette ronde que fait Félix Tshisekedi à travers le monde? C'est normal, il est politique.
Il est politique, il est entouré d'un lobbying qui lui donne les moyens de faire, sa tournée. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que M. Félix Tshisekedi bénéficie déjà d'un travail qui a déjà été fait pendant plusieurs années. Par son père. Par son père. Donc, il ne fait qu'on trouvait déjà un chemin bien balisé. Bien balisé et tout et tout. Il est obligé de les faire, c'est pour défendre sa présidence, ça c'est normal. Il reste à vérifier si réellement il a la tête à ça. Parce que vous savez, il arrive très souvent de faire des choses, malgré qu'on n'a pas la tête à ça, on les fait aussi. Donc, mais je n'aime pas trop, madame, les termes impérialistes. Ça, c'est un terme qui règne trop auprès, de nos frères et sœurs, surtout les communicateurs de la majorité. Madame, nous devions respecter la communauté internationale. Madame, la Belgique est un tout petit pays, mais nous devions beaucoup du respect à la Belgique. N'oublions pas l'histoire. C'est très dangereux en politique quand nous oublions l'histoire. Et c'est plus nous les souverains. Est-ce que la Belgique a apporté en République démocratique du Congo? Depuis Léopold II, on nous coupe les mains. Depuis Léopold II, c'est l'esclavagisme. Vous avez suivi le discours de Lumumba en 1960 lors de l'acquisition de notre pays à l'indépendance? L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, c'est un droit du peuple congolais. Qu'est-ce que nous devons à la Belgique? Madame, vous êtes en train d'ouvrir une boîte à Pandore. Vous savez, nous risquons de toucher beaucoup de sensibilités, madame. Pourquoi? Vous savez que dans ces pays, il y a un problème des droits fondamentaux, d'expression, droits de liberté et tout et tout. Je risque de me mouvoir par rapport par rapport à certains faits, et ça risque de déranger beaucoup de gens. Moi, je prends les choses autrement. Et moi, je vois les choses à ma manière. Aujourd'hui, la RDC, riche qu'il est en tout et pour tout, quel est l'avenir de la RDC? Nous sommes les premiers à mettre dehors la maison Schengen. Nous sommes les premiers, dans les coulisses, faire encore une lettre pour présenter nos excuses. Vous savez ce qui est dangereux en politique? C'est Martin Fayulu qui m'a appris l'honorable. Il m'a toujours dit qu'il faut éviter quelque chose et son contraire. C'est ça le fort du gouvernement congolais. Et c'est très dangereux. C'est nous les souverains primaires qui en subissons, c'est pas les autorités. Soyons conséquents, madame. Ça, c'est quelle éducation? Vous êtes une mère de famille et votre fils, votre neveu, votre fille, vous avez la petite dépibillée à tout moment, va s'élever contre vous. Parlons peu, mais parlons bien. Même si l'indépendance était un droit, c'est parce que quelque part, il y a une flexibilité à haut niveau de la part de nos oncles, si vous voulez, les Belges. Aujourd'hui, nous, la République démocratique du Congo, nous allons nous opposer à la Belgique. Excusez-moi pour les termes, madame, mais je pense que c'est un peu de la folie. Nous avons besoin de la communauté internationale. Particulièrement nous en faisons partie de cette communauté internationale. Si, nous en faisons partie, mais nous représentons... Madame, nous représentons parler de la communauté internationale, nous parlez de quoi? Madame, nous représentons aucun poids. Malgré les richesses que nous avons... Nous sommes les seuls pays où les militaires sont mal payés. À ce que je sache. Nous sommes les seuls pays, on ne sait pas respecter les enseignants. Nous sommes les seuls pays au monde, on viole la femme quand on veut, ça passe à la télé, et on trouve ça que c'est un fait normal. Nous sommes les seuls pays. Ce n'est pas des choses qui passent facilement en Belgique. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas besoin de soulever beaucoup de points, madame. Nous avons un problème de communication dans ces pays. Il y a un problème de compréhension et d'appréhension. Je risque d'étaler certains faits qui vont déranger beaucoup de personnes, en commençant par les autorités. Nous avons des autorités, oui, mais avec quel état d'esprit? Avec quel état d'âme? C'est aujourd'hui que la RDC va se consoler vis-à-vis de la Belgique. Après, dans les coulisses, vous allez faire un courrier pour vous présenter des excuses. C'est pas ça être un État. On doit apprendre à s'affronter. On doit apprendre à se parler comme des grandes personnes. Donc, en bref, aujourd'hui, je pense que quand on parle de la RDC, avec votre permission, je parle directement de l'Angola. On a besoin de l'Angola aujourd'hui, madame. Moi, je suis politique. Je pense que la démarche n'est pas bonne de mettre un terme par rapport à notre, comment on appelle, coopération. Notre coopération avec mais on n'a pas de problème diplomatiquement ni avec l'Angola ni avec le Rwanda. Sur base de quel élément constitutionnel, sur base de quel élément juridique, sur base de quel élément diplomatique, on a fait appel à notre ambassade. Madame, ça ne va pas. Il faut qu'on se dise certaines choses. Mais quand on parle de nous sans nous, Mende l'a dit, on ne peut pas parler de la RDC sans les autorités congolaises, sans la RDC. On doit parler de nous, mais nous ne savons pas de quoi vous parlez. Ben, on doit être au courant. Madame, je ne vais pas toucher aux autorités. Vous donnez l'exemple de M. Mende qui est ministre d'information. J'évite. Mais n'oubliez pas que M. Mende a une coloration politique. M. Mende est là, il est là pour faire évidemment les biens pour l'intérêt de la majorité. Je ferme la parenthèse. Là n'est pas la question. Je pense que cette coopération, madame, nous en avons besoin. Aujourd'hui, à ce que je sache, particulièrement la capitale Kinshasa, 30, 40 à 50%, nous vivons des vivres ou encore des histoires, si vous voulez, qui viennent de l'Angola via l'Ouf.
Il n'y a pas longtemps, récemment, il y a eu une grande délégation conduite par le directeur du cabinet du chef de l'État qu'il fallait vraiment réorganiser les choses vers Loufou, mettre un peu de l'ordre et tout et tout. Tout d'un coup, on s'est réveillé un bon matin, quelques mois après, on n'a plus besoin de cette coopération. Pourquoi? Parce que l'Angola gère, gère la SADC aujourd'hui. Si réellement on doit rompre, madame, moi je pense à mon âme la vie étant politique, nous devions plutôt rompre nos relations avec le Rwanda, qui ne le sait pas. C'est tous les jours qu'on tue à Beni, c'est tous les jours qu'on tue à Butembo, à Goma n'en parlons pas, à Bukavu n'en parlons pas. Et ça ne va pas, madame. Donc je pense que ce sont des décisions qu'il faut revoir. Notre coopération avec la Belgique, avec le Rwanda, et moi je me dis, excusez-moi que ça dérange personne, la délivrance de la RDC, je crois que ça viendra de Rwanda. Parce qu'aujourd'hui on ne sait plus parler en termes de libération. Aujourd'hui il faut être spirituel, malgré que la question elle est politique, mais définissons cette question dans un angle purement spirituel. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous écoute. Nous, les souverains premiers. Nous ne sommes pas écoutés, madame. La population congolaise aujourd'hui n'est pas écoutée. Elle livrait elle-même. Elle-même. Parce qu'aujourd'hui, ça ne coûte rien au niveau du Père de la Nation de se prononcer, de nous dire un mot. Nous voulons l'attendre. Nous voulons qu'il y ait cette chaleur entre père et fils. Il y a le stade de martyr, il y a le stade du 20 mai. L'autorité peut se prononcer, l'autorité peut nous dire un mot. Cette convivialité, cette fraternité, cette chaleur, nous en avons besoin. Mais quand tout passe par les médias, tu as déjà été calculé, monté. Ça dérange, madame. Le voyage de Moïse Katumbi, c'est vrai que Félix Tshisekedi est congolais, il l'a dit lors d'une conférence de presse, il a affirmé, il a son passeport congolais, donc il se promène calmement, mais vous avez suivi les déboires de Moïse Katumbi à Zaventem. Alors, comment ça se passe? Comment Moïse Katumbi peut se promener avec un passeport falsifié? On ne comprend pas trop. Vous savez, la question, madame, la question concernant M. Moïse Katumbi, de plus en plus, ça devient très compliqué. Nous avons suivi tous qu'il a été arrêté, s'il faut le dire ainsi. Interpellé, voilà, excusez-moi pour les termes. Il a été interpellé par rapport à son passeport. Il paraît que son passeport était falsifié, quelque chose comme ça. Bon, ça me dérange un peu pour un candidat président. Il semblerait, d'après d'autres sources, que l'origine est venue de Kinshasa, entre parenthèses. C'est une question que je ne maîtrise pas trop bien. Mais je pense que M. Moïse Katumbi doit se faire entourer d'un bon bureau. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça parce que je ne crois pas trop à son entourage. Même la Constitution, la manière dont il a constitué, comment vous appelez ça, sa plateforme ensemble. Vous n'y croyez pas trop? Jamais. Je n'y croirais jamais, madame. Mais pourtant, ils ont tenu un meeting qui a, semble-t-il, fait un succès assez méritant. Madame Paulette, parlons peu, parlons bien, comme j'ai l'habitude de dire. Aujourd'hui, l'opposition, la majorité, ou encore la société civile, personne n'a une base. Aujourd'hui, on loue la jeunesse. Ce sont les mêmes personnes qui... On a des petits à nous dans les quartiers, quand tu entres dans sa chambre, il a les t-shirts du PPRD, il a les t-shirts du MLC, de l'AFDC, de l'UNDC. Aujourd'hui, c'est un deal, c'est un business. Et vous imaginez que du fait que le marché de l'emploi est maigre, sur 100%, quand on fait les statistiques au niveau du PNUD de l'UNESCO, nous sommes à 96% des chômeurs. Ça veut dire que la jeunesse qui est l'avenir de demain n'a rien en termes d'occupation. Aujourd'hui, c'est un deal, c'est un business, c'est un COP. Quand ils s'en la COP, ça veut dire qu'on les prend pour 2000, pour 3000. Et vous trouvez ça normal, en plein 21e siècle, une jeunesse qui est l'espoir, qui est l'espérance d'une nation. Aujourd'hui, les jeunes sont loués comme des chaises dans un deuil. Aujourd'hui, on vient louer 1000, demain on loue 5000. Ça ne m'étonne pas faire les pleins à choses, comme on appelle la Sainte-Thérèse. Oui, moi aussi j'ai des partenaires, s'ils me donnent des moyens que j'ai demandé. Vous en ferez autant? Peut-être mieux. D'abord, je sais parler, je sais communiquer. Mais en fait, là n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, madame, M. Moïse Katumbi, qui me soit permis, je n'ai pas de leçons à lui donner, mais moi étant politique, maîtrisant l'appareil politique en République démocratique du Congo, son bureau politique là, 80% qui me soit permis, sont gérés par le pouvoir. Je suis désolé, madame. Et que voulez-vous qu'il fasse? Il devait renouveler la classe politique. Parce qu'en fait, il y a un objectif. Le rajeunissement de la classe politique. Si réellement M. Moïse Katumbi avait une vision, il avait, un idéal, il devait se faire réellement entourer à 1000% avec ces jeunes. Parce qu'il y a des jeunes compétents, intelligents, dignes, qui aiment cette nation, qui sont, qui sont prêts. Qui ont les mains propres, selon vous aussi. Moi, j'ai les mains propres. Tel que moi, j'ai les mains propres. Donc, c'est aussi un appel de pied. Hein, non, pas du tout. Je suis candidat président comme je n'ai pas la tête à ça. Au fait, madame,
Mais je vois en lui quelque chose qui ne maîtrise pas bien, qui ne contrôle pas bien. Peut-être le fait de ne pas être au pays aussi, le fait de tout déléguer aux autres, ça pose aussi un peu problème. Si, vous n'avez pas tort du fait qu'il n'est pas au pays, c'est vrai, quelque part c'est aussi une anomalie, mais il est politique. Il est supposé avoir une lecture générale de la situation. Voilà. Timothée Lenoir, aujourd'hui, je suis candidat président de la République. Je sais avec qui je peux me faire entourer, madame. Il ne faut pas voir X, Y, Z. Tous ces noms-là autour de Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'ils ont produit comme résultat? Ils ont déjà une histoire sans vous. Ils ont déjà une histoire. Il y a des gens qui ont déjà la ménopause politique, madame. Il y a des gens qui sont expirés pleinement. C'est dangereux. Alors, laissez les Timothée Lenoir c'est rajeunir davantage. Vous partagez un peu cette position de Brandon Mindarou qui dit qu'il faut renouveler la place politique, jeunes, voter jeunes, des trucs comme ça. Et je suis d'accord, il faut dire à Brandon que Timothée Lenoir est d'accord. Voter jeune, il faut vivre jeune, il faut respirer jeune. Et nous sommes dans les besoins. Nous, les vieux, est-ce que vous savez, où est la place des vieux dans cette société alors? C'est un peu de la stigmatisation, de la discrimination. Non, aussi. Pas du tout. Nous qui ne sommes pas dans cette tranche d'âge-là, nous sommes déjà dans les placards. Non, vous êtes jeune, madame. Vous êtes jeune, peut-être plus de 50 ans, mais pour moi, je me dis que vous êtes jeune, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes intelligente et la République a besoin de gens comme vous. Vous savez les mal du Congo, la maladie du Congo, c'est qu'on ne veut pas se faire entourer des gens qui réfléchissent. Ça, c'est très dangereux, madame. Ça dérange. Et Brandon, aujourd'hui, a raison. J'ai eu le temps de parcourir son bouquin. Je ne le connais ni de près ni de loin, mais je me dis, voilà, il y a un jeune réfléchi qui pense qu'on peut faire les choses comme ça, comme ça. C'est ça le pragmatisme, c'est ça la flexibilité. En fait, aujourd'hui, Timothée Lenoir que je suis, j'ai fait de la politique un métier. Alors quand on aime son métier, il faut le faire avec élégance, madame. C'est la moindre des choses. Nous prenons autre chose, nous allons dans les élections, nous prenons la création de la plateforme électorale. Vous le savez, les élections approchent à grands pas. D'ici décembre 2018, il y a déjà les élections et les branle-bas dans les partis politiques, dans les plateformes, ça a déjà commencé. Nous allons avoir aussi la réaction de l'ADD par rapport au dépôt de candidature. Plus de détails. Timothée Lenoir, nous avons suivi Epengue, qui a dit qu'il a été victime d'escroquerie de la part de la CENI depuis 2015. Il a été candidat, je crois, qu'il a payé, comment on appelle ça encore sa caution. Sa caution, merci beaucoup, mais qui n'a jamais été remboursé. Cette fois-ci, on doit encore payer une nouvelle fois pour la députation provinciale ou quoi? Comment ça va se passer en fait? Ceux qui ont payé en 2015 vont encore payer aujourd'hui? Moi aussi, j'ai été escroqué, madame. Pour votre information, j'étais Vous avez suivi ce dossier. Comment ça va se passer pour ceux qui vont encore postuler pour la députation provinciale? Il faut payer 2 fois? C'est compliqué, madame. Pourquoi c'est compliqué? Parce que nous avons un gouvernement de gangsters. Moi, j'ai payé 500 000 étant candidat député provincial pour la circonscription de, comment on appelle, de la FUNA, particulièrement pour Selembao. J'ai payé, j'avais mes documents en bonne et due forme, et aujourd'hui, je suis candidat. Qui me soit encore permis, au travers de cette opportunité que vous m'accordez devant votre caméra, madame, pour dire que les 100 000 $, c'est vrai, c'est beaucoup, mais les 100 000 $ est trouvable, ne vous en faites pas, on est sur terre, rien n'est impossible, surtout pour nous qui sommes dans la volonté du ciel, rien n'est impossible. Ça veut dire que amener encore mes 100 000 auprès de la table de M. Nanga, ça passe pas. Il faut des garanties que s'il n'y a pas d'élection, retournez-moi mon argent. Raison pour laquelle je pense que c'est le grand travail que devait faire le Parlement. Parce que j'ai l'impression qu'au sein du Parlement, tous les bureaux du Parlement, comment dire, ne font que raconter leur vie. Là. Au contraire, il y a des questions, il y a des matières qu'il faut traiter avec beaucoup plus de réflexes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va payer 100 000 $ dans un mois. Et après, heureusement, de par mes sources... Sûr qu'il y aura des élections en 2018? Madame, il y aura des élections. Même avec cette machine à voter? Évidemment, avec cette machine, il y aura des élections. Raison pour laquelle... je demande à nos amis opposants de se préparer. Il y aura des élections, madame, avec une forte pression. Mais il y aura des élections. Parce qu'au fait, mon gouvernement, qui n'a jamais été conséquent, il peut tout dire. Mais la décision ne vient pas d'ici, madame. On parle politique. Il y aura réellement les élections. C'est ça le souhait, le besoin, la demande du souverain primaire, afin de se choisir ses dirigeants. C'est vrai, il y aura des tensions, il y aura ce qu'il y aura, bref, mais une chose est sûre, à ce que je sache, c'est aussi la parole
du père de la nation, ça veut dire que conduire son peuple... Il parlera d'ici là, hein, d'ailleurs. Selon Jeff Caleb, je crois que je l'ai suivi sur Twitter, qu'il a dit que ce sera probablement l'occasion, chef de l'État, de le dire cette fois-ci ouvertement qu'il ne serait pas candidat pour un troisième mandat. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que s'il n'y a pas élection, vous êtes sûr, selon vos sources, les Noirs efficaces, mais comme vous dites, c'est la vie, on ne sait jamais ce qui va se passer. Le lendemain ne nous appartient pas. Transition sans Kabila aussi, s'il n'y a pas des élections au mois de décembre? Je ne suis pas kabiliste, je ne suis pas de la majorité, mais Kabila est le président de la République, il n'est pas seulement l'autorité morale de la majorité. Il est président de la République, il est président de tous les Congolais. S'il vous plaît, nuance. Nous, Congolais, nous, souverains primaires, nous ne savons pas bénéficier de l'affection du père de la nation. Parce qu'il y a une famille qui l'a prise en otage. En fait, si on doit réfléchir politiquement, ça veut dire, que dit les droits? Constitutionnellement parlant, je ne vois pas. Je suis réaliste, madame. Ça n'engage que moi. Je ne vois pas une transition sans Kabila. Maintenant, la communauté internationale, maîtrisant la donne, ils ont compris qu'il n'y a pas possibilité d'aller à une transition sans Kabila. Ils se sont dit, on va donner tous les moyens des bords. Ici, la question n'est pas liée aux moyens. Mais la communauté internationale ne donne pas ces moyens-là. Ils vont donner, madame. On attend les derniers moments. Hein. Ils vont donner. La communauté internationale, via l'Union européenne, vous avez l'Union africaine, vous avez la SADC, ce n'est pas les moyens qui donnent. Madame, il y aura bel et bien les élections. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. 3e mandat, 4e, 10e mandat. La décision reviendra au souverain primaire, madame. Ne vous en faites pas. La République démocratique du Congo, mon pays, est en train de passer un moment purement spirituel. Heureux les esprits avertis. Madame, il va se passer quelque chose dans ces pays. Et tout le monde sera heureux, tout le monde sera content. Personne, entre guillemets, s'attendait que Jean-Pierre Bemba pouvait sortir. Qu'est-ce qui prouve que Jean-Pierre Bemba sera président? Je ferme la parenthèse. Il y a une surprise qui se prépare. Et une très très belle surprise qui mettra tout le monde d'accord. Je suis même en train de prier Dieu au besoin. Pourquoi pas nous donner une femme diriger ces pays? Il faut vraiment qu'on nous donne une femme. Il est grand temps que la République démocratique du Congo, mon pays, mon bijou, ma nation, soit dirigée réellement par une femme. Parce que nous avons besoin d'une mère qui comprend notre souci du quotidien. Nous avons besoin d'une mère, parce qu'au fait, une bonne mère, elle a toujours été attentionnée. Comment vous êtes réveillé, comment vous avez mangé, comment se passe la journée. On a fait appel aux parents à l'école. On gère une nation comme on gère une famille. C'est un peu la même chose. Parce qu'on a vu aussi, Sir Leif Johnson au Libéria, on a vu celui d'un pays en Afrique australe qui a été condamné aussi pour escroquerie et pour vol. Donc être femme n'est pas forcément aussi être meilleur président. Bon, non, madame, c'est aussi une façon de réfléchir. Mais peut-être vous avez raison, vu sous cet angle. Madame, je vais vous aider. Ou encore aider les personnes qui nous suivent. La République démocratique du Congo est malade. Mon pays souffre. Mon pays est au coma. Et il n'y a qu'une mère qui comprend la nécessité d'un enfant, d'un fils qui est au coma. Il y a aussi des pères très attentionnés comme moi. Oui, je suis de nature très attentionnée. Je suis tout de près à la maison. Je suis tout de près par rapport à mon entourage, par rapport à mon combat politique. Mais je suis venu vous informer. Au besoin, il est grand temps que nous donnons la chance à une femme. Pourquoi pas? Parce qu'entre les hommes politiques, madame, excusez-moi du terme, mais il y en a marre de voir les mêmes têtes. Les gens qui depuis 1960. Depuis 1960 sont les mêmes. Il y a des personnes qui, depuis que j'étais en culotte, en pantalon, université, j'ai commencé la vie professionnelle, ils sont toujours là, ils n'ont plus assez de vitalité, ils n'ont plus assez d'énergie, ils sont là. Madame, ça dérange. Bref, nous allons aller aux élections, madame. Que nos amis se préparent. Et puis je demande à nos amis de la majorité qui se tranquillisent, parce qu'ils sont trop agités. Ils sont trop agités. Quand vous faites des tournées, c'est comme si chez toi à la maison, tu t'achètes une belle robe, madame. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit, madame. Ce n'est pas important. Un homme mature, un homme averti, quand il pose des gestes, il n'a pas besoin d'en faire tout un problème. Alors que les amis de la majorité se tranquillisent, à force de faire du bruit. Ça vous gêne leur oui, moi ça me dérange. Avec leur avion, ils en ont acheté un deuxième. Pourquoi ça vous gêne? Ils ont leur argent, ils ont dit, non, madame, c'est l'argent du contribuable congolais. Il faut bien parler. Vous savez qu'en termes, en termes de moyens financiers, il y a un désordre bien organisé dans ces pays. Ça, c'est l'impunité est au rendez-vous. C'est peut-être leurs membres qui cotisent carrément. Hein, cotiser par rapport à quoi? Pour acheter leur avion. Madame Paulette qui monte aujourd'hui présidente ou encore premier ministre.
vous sortez d'une plateforme ou encore d'un parti politique, il est du devoir, c'est un principe naturel, ça veut dire que toutes ces personnes-là que vous avez accordé du boulot ne peuvent que contribuer. La rétrocession. La rétrocession. Mais au niveau de la ville, il y a un problème de rétrocession. Même si la ville aussi a ses propres entrées, parce que je suis un expert de la ville de Kinshasa, aujourd'hui le gouvernement national a un sérieux problème de rétrocession vis-à-vis des provinces, en commençant par la ville, province capitale Kinshasa. Mais il y a une chose, madame. C'est là que la ville est sale? Non, si la ville est sale, c'est parce qu'il y a un niveau élevé d'inconscience au niveau de l'exécutif provincial et du bureau de l'Assemblée provinciale. Madame, je suis parmi les créateurs de l'exécutif provincial. J'étais secrétaire du fait Daniel Botet. Je sais X comment il est devenu gouverneur, Y comment il est devenu ministre. Il y a une mauvaise foi, il y a une mauvaise gestion. Et si aujourd'hui, je parle au conditionnel, la personne du chef de l'État, le père de la nation, a des problèmes avec ses enfants, son souverain primaire, c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion au niveau de la ville province de Kinshasa. Un exemple simple, madame, permettez-moi. Avec tous les respects. Vous avez le directeur du cabinet du chef de l'État. Il a saigné la ville en 4 jours. Chose impossible mais vraie. Il a fait ça où? Ben ici à Kinshasa. Pendant qu'il y a eu une commission qui était pilotée par M. Néhémi. Bravo, coup de chapeau. C'est ce que nous voulons, madame. Il ne suffit pas d'être de la majorité pour applaudir certaines actions. Mais que fait l'Assemblée provinciale? Je suis un expert de la ville de Kinshasa. La DGK fait pas moins de 30 millions de dollars. Par mois? Du 1er janvier au 31 décembre. Okay. Vous avez la Rimokin, Régie immobilière de Kinshasa. Ils ont promis 1000 maisons. Aujourd'hui, 10 ans, on aimerait avoir 10 000 maisons. Mais il y a une maison en carton. Vous avez la RATPK. C'était d'abord pour Balkin, RATPK, Régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. Madame, vous avez la retransking. La new transking, ça dérange. C'est de la mauvaise foi. Raison pour laquelle, vents et marées, qu'il pleuve, qu'il neige, si nous, on n'a pas compris, la communauté internationale a compris qu'il faut aider ces gens-là. Il faut vraiment qu'il y ait un changement. Alors nous devions aller aux élections de la manière que les souverains primaires, comment dire, c'est choisir ses dirigeants. Nous allons prendre notre volet. Il n'y a pas seulement la politique dans ce pays, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la conférence de débat de cette intelligence que j'apprécie personnellement. Excusez-moi, là je ne suis plus journaliste, mais je suis aussi femme. Cette grande dame, Sandrine Moubenga, qui fait la fierté de sa nation d'origine, ou je ne sais pas si elle est encore congolaise, mais disons cela comme cela. Sandrine Moubenga, vous le connaissez dans les réseaux sociaux, cet ingénieur qui fait la fierté de la République démocratique du Congo et de sa terre d'emprunt. Et nous allons parler aussi de l'environnement, parce que, comme vous le savez, la désertification est en train, en tout cas, ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur, la désertification. Nous allons en parler dans cet avant-dernier condensé, mesdames et messieurs. Timothée Lenoir, une dame, vous avez dit, votre souhait, c'est aussi de voir une dame à la tête de la République démocratique du Congo. Bizarrement, nous partageons le même souhait pour notre pays. Mais pour les sciences, nous avons une dame, une grande dame, moi je l'appelle, Sandrine Moubenga, docteur en sciences, elle a dit elle-même en STEM, sciences techniques, ingénierie et mathématiques, et elle est venue ici pour exposer par rapport aux batteries et tout ça. Donc nous profitons donc pour aussi faire un gros coucou à notre président qui lui aussi se bat par rapport à ce secteur aussi, par rapport au secteur de batterie avec les voitures électriques. Voilà, donc pour vous, les maths, comme Sandrine l'a dit, je me permets de l'appeler Sandrine, est très important pour le développement d'un pays. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Merci beaucoup pour la question, madame. Il y a un article qui m'intéresse ici à la Constitution. J'ai la Constitution, à ma vieille Constitution. Article 53, toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de les défendre. Exactement. Nous avons besoin de valeurs comme ça. J'ouvre encore une parenthèse. Vous venez me parler d'un monsieur Chabanier, le patron des Congo Web. Nous avons besoin de gens comme ça, des personnes qui sont, comment dire, qui nous amènent des idées. Il nous a amené des idées ici avec, comment dire, en fait ça c'est même pas une idée, mais ça a vraiment été des merveilles, des véhicules, des voitures électriques. Qui sont non polluants. Oui, non polluants, ça veut dire ça nous sécurise et ça nous épargne de la pollution. Donc, ce sont des démarches qu'il faut respecter, qu'il faut vraiment applaudir. Moi j'applaudis, moi je suis un réaliste. Moi en fait madame j'ai un défaut. Vous savez mon défaut, c'est que je sais respecter les valeurs des autres.
C'est ce qu'on ne s'est pas retrouvé au Congo. Alors, s'il faudra parler de Madame Sandrine, elle est une fierté aujourd'hui. Une femme, elle est sortie, elle est allée à l'étranger, elle a fait des bonnes études. Aujourd'hui, elle est capable de beaucoup. Si réellement, madame, nous avons un gouvernement conséquent, réellement, nous avons un gouvernement conséquent. Il y a le ministère de la recherche scientifique, il y a, comment on appelle, il y a le ministère, comment on appelle, du plan par rapport à tous nos projets. Et aujourd'hui, particulièrement dans la ville de Kinshasa, nous avons... on n'a plus besoin de tous ces roulages-là. Nous voyons dans un carrefour, il y a, comment on appelle, il y a 10, 15 roulages. Vous savez, madame, ça se fait nulle part au monde. Hein. Ça se fait qu'en République démocratique du Congo, et particulièrement à Kinshasa, province capitale. Alors, il y a une dame qui a créé des machines, comment on les appelle, les robots. Les robots, vous voyez. Donc, ça veut dire que nous sommes dans les temps. Par rapport à l'émergence du monde, par rapport à l'évolution en plein 21e siècle, ça veut dire que nous aussi nous répondons au rendez-vous. Coup de chapeau à Madame Sandrine. Moi, je pense que... Avec ces bourses-là, pour venir épauler encore cette jeunesse... Mais je crois pas qu'elle je pense pas qu'elle sera bien comprise avec notre gouvernement. Je pense pas. Si peut-être qu'il y a des privés qui aiment ces pays, parce qu'il y en a quelques-uns, des privés qui aiment ces pays, qui aiment réellement l'émergence de ces pays. Dans ce domaine des maths, des techniques, des sciences. En fait, je crois que ce sont les privés qui l'aident, hein, parce qu'elle est revenue de bon gré. Elle-même, elle se bat pour faire aimer encore les sciences, parce qu'elle se dit que les sciences, les techniques, l'ingénierie et les maths, en tout cas, apportent quelque chose dans le développement du pays. Parce en fait, elle est parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique et des États-Unis. Donc, elle sait de quoi elle parle. Je pense que si mon pays, si on avait un gouvernement responsable, les ministres des sous pouvaient déjà l'approcher. Nous avons nos frères de l'ISTA qui aiment les études, qui veulent réellement avancer dans les termes, dans les cadres de la recherche. La Polytechnique, voilà. Vous voyez, il y a comment dire, il y a une bénédiction pour la République. Madame Sandrine Mbenga, elle est là, avec tout ce qu'elle a comme maîtrise, comme expertise. C'est vraiment l'occasion que le gouvernement s'approche d'elle, afin qu'elle mette, comment dire, son savoir-faire pour l'intérêt de la République. Nous allons terminer par, vraiment, nous courons derrière le temps, le constat des taxis jaunes. Vous avez remarqué la ville de Kinshasa à la fièvre jaune, comme on dit, ces derniers temps, et nous allons terminer avec cette note triste de la mort de l'activiste Luc Nkulula. Timothée Lenoir, à part l'effet esthétique, hein, les couleurs, les taxis sont désormais peintes en couleur jaune. Ça lutte quand même un peu aussi contre cette criminalité qui avait vraiment refait surface, hein, avec ces fameuses voitures. Vous avez raison, madame. Vous avez raison, madame, la démarche, elle est bonne. Il faut dire que félicitations pour l'autorité provinciale. Et la démarche, elle est bonne. Aujourd'hui, nous avons tous les taxis en jaune. Ça précise, et surtout que c'est numéroté. Mais je pense que il y a aussi moyen de bien recadrer aussi les choses. Parce qu'en fait, ça? Oui. Mais sous d'autres cieux, même à New York, aux États-Unis, les taxis ont telle couleur. Au Congo-Brazzaville, c'est la couleur verte. À Pointe-Noire, c'est bleu, si je ne me trompe pas. À Abidjan, c'est orange, des trucs comme ça. Donc, pourquoi en RDC, on doit toujours faire exception? Non, vous avez tout à fait raison. J'ai bien dit que non, j'ai bien martelé que la démarche, elle est bonne. Parce que pour des raisons de sécurité, en tout cas, ça a beaucoup soulagé. Je ne peux pas dire à 100%, c'est pas facile avec la grandeur de la ville, mais déjà à 60-70%, ça veut dire qu'il y a déjà un pas d'avance, ça va. Mais il y a un problème, madame. Quoi, les tracasseries? À gogo, alors. Ça, c'est vraiment à un niveau, c'est les termes qui me manquent. Moi, je me pose toujours une question. Quand au niveau de la police, ils doivent prendre des mesures, y a-t-il une cellule de, comment dire, d'études, il y a un bureau d'études au sein de la police ou pas? Parce que je sais qu'à l'époque, et je sais que la police est une grande structure sécuritaire, ne peut jamais manquer un bureau d'études. Comment on peut envoyer des policiers qui ne comprennent rien, qui ne maîtrisent rien, qui, au besoin, entre parenthèses, ont des difficultés pour lire? Et puis, il faut savoir bien regarder les personnes. Un flic bien formé, il suffit juste de jeter un coup d'œil. Il comprend déjà l'identité de la personne. Parce que ce n'est pas tout le monde, tous les privés, comme moi. La plupart de mes véhicules, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle les cages. Je ne suis pas un taximan, je ne sais pas comment dire, aller chez un peintre, les mettre en jaune. Non. Mais on a du mal. Tout le monde qui a une voiture catch, aujourd'hui, il est vraiment confondu. Assimilé à un taximan. Et ça pose problème. La police nous dérange
comme ce n'est pas permis. Mais montrez-leur leurs documents tout simplement. Pourquoi la police ne fait que son travail? J'ai suivi l'autorité principale, l'inspecteur principal, l'inspecteur provincial plutôt. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous regardez la carte rose, si on écrit usage taxi, directement il faut l'arrêter. Ça ne se passe pas comme ça. Moi j'ai ma carte rose avec usage taxi. J'avais donné à un taximan. J'ai trouvé qu'il était inconscient. J'ai récupéré mon véhicule parce que je l'ai acheté avec mes économies, madame. J'ai quand même changer le document. Changer le document. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça peut pas se faire en un laps de temps. Vous savez que pour aller à la DGI changer un document pareil, c'est pas moins de $100. $100, ça vous donne déjà une survie d'une semaine à 10 jours pour tenir les bouts du mois. C'est pas facile. Mais l'autorité vous a quand même donné, nous aussi. Non, l'État a été très serré. Je suis d'accord par rapport à la démarche, nous aussi, Congolais, nous n'aimons pas respecter l'autorité. Moi, je n'aime pas, madame, quand on s'attaque à la population. L'autorité a quand même donné aussi des délais. Il faut comprendre aussi l'autorité. Je n'ai pas dit le contraire, madame. L'autorité a donné un délai. A donné un délai quand même respectable. Mais quand l'autorité donne les délais, il faut nous laisser aussi bénéficier de ces délais-là. Ça veut dire que quand les chauffeurs de taximens se sont manifestés, il y a eu une discussion entre la SECO et l'hôtel de ville, et c'était par rapport à un compte à rebours de 10 à 12 jours, quelque chose comme ça. C'était trop serré. Aujourd'hui, pour bien repeindre un véhicule, madame, c'est pas moins de $200. $200, c'est beaucoup d'argent. C'est déjà les Minerval. C'est déjà les prix d'un loyer. Vous voyez, c'est qu'il faut respecter l'autorité publique, ça c'est vrai. Mais, qu'à cela ne tienne, on a aussi besoin vraiment d'avoir assez du temps. Et quant à nos frères policiers qui sont sur les chaussées, ils peuvent faire les choses autrement, proprement, poliment, gentiment. Ça fait pendant quelques minutes par rapport à la mort de Luc, un mot, cette mort atroce, qu'est-ce que vous avez ressenti, une mort aussi atroce, brûlé vif ou incendié? On ne sait même pas l'origine de ce feu-là, on ne comprend pas très bien. Ça fait mal, je l'ai connu par rapport à ses publications, par rapport à ses prises de position. C'était un garçon assis qui savait ce qu'il voulait. C'est dur, mais ça ne m'étonne pas. C'est ça mon pays. C'est ça la République démocratique du Congo en majuscule. C'est ça mon pays. Il n'y a pas la liberté d'expression. On ne sait pas s'exprimer librement. Quand vous essayez de donner votre point de vue, vous êtes maintenant, les chiens qu'il faut abattre. Donc c'est pas étonnant. Mais c'est dur, un jeune comme ça, qui avait beaucoup d'énergie, 33 ans, quand je le vois partir, automatiquement je pense à Daniel Beauté, typé à son âme. Automatiquement je pense à Rossi Mukendi. Je pense à ma soeur de Kitambo, Thérèse Kapangala. Ça m'étonne. Ceux-là qui sont appelés, supposés nous protéger, nous sécuriser, sont les mêmes personnes qui nous brûlent, qui nous tuent. C'est ça la politique de la République démocratique du Congo, pour ne pas dire la politique de la majorité. Merci donc à Lenoir Efika Timothée, analyste socio-politico-religieux, candidat président de la République. Merci d'être passé à la barre. Donc merci à tous nos followers, nos salutations aux téléspectateurs qui nous suivent de par le monde sur Internet et particulièrement en Angola, à Luanda. Et un gros coucou, un gros respect à Monsieur Chabani, Gabriel Chabani à Luanda en Angola. Merci encore à tous nos téléspectateurs. Restez-nous fidèles et nous nous retrouvons avec le même plaisir le dimanche prochain. Et pourquoi pas recevoir une dame candidate présidente de la République. À dimanche.